Les matériaux composites, symboles des matériaux nouveaux, sont présents dans toutes ces applications de haute technologie. Mais ces matériaux composites, ou tout au moins le concept de matériaux composites, est-il si nouveau? En fait, depuis ses origines, presque 2 millions d'années avant notre ère, l'homme a cherché à utiliser les matériaux que la nature lui donnait. Le basalte, le quartz, les os, le bois, etc. Rapidement, il cherche même à en améliorer les performances en les associant entre eux. Il réalise ses habitations avec de la terre mélangée à des fibres végétales, c'est le torchis. Encore aujourd'hui, cette technique reste d'actualité. Mais de nos jours, le béton remplace la terre et les barres d'acier, la fibre. C'est le béton armé. Les matériaux nés. La définition la plus simple que l'on puisse donner d'un composite est l'association de deux ou plusieurs matériaux non miscibles afin d'améliorer les propriétés finales du produit. Le matériau A dont on veut améliorer les propriétés et qui enrobera le matériau B est appelé matrice. Le matériau B est le renfort. En fait, le nom générique de composite est souvent utilisé de façon restrictive pour désigner un matériau à matrice polymère, autrement dit matière plastique. Les renforts peuvent se classer d'après leur géométrie. Les renforts granulaires ou sphériques, quartz, silice, carbonate d'air. Les renforts lamellaires, talc, mica. Les renforts aciculaires. Les renforts fibrillaires, verre, carbone, polyamide aromatique, dit Kevlar. Un moyen simple de tenir compte de la géométrie des renforts est de parler du rapport de forme R. C'est le rapport entre la plus grande et la plus petite dimension. R est voisin de 1 pour les granulaires. R est 5 pour le talc et 30 ou 40 pour la. Les aciculaires ont un rapport de forme proche de 10. Pour des fibres courtes de 150 micromètres, le rapport de forme commence à 10, puis augmente rapidement en fonction de la longueur de la fibre. D'un point de vue technique de mise en forme des matériaux, les composites dont les renforts ont un rapport de 50 et même 100 se mettent en œuvre suivant les techniques classiques adaptées aux matières plastiques, injection, extrusion, etc. Nous nous intéresserons ici aux composites à renfort fibrillaire de rapport de forme supérieur à 100, mais souvent beaucoup plus, car la viscosité du mélange ne permet plus l'utilisation des techniques classiques précédentes. Il faut donc utiliser des techniques spéciales de mise en forme que nous allons découvrir ici. Comme on peut le constater, le terme composite, bien que général, ne s'applique souvent qu'aux matières plastiques renforcées de fibres. Et on pourrait ajouter de fibres longues, c'est-à-dire, comme nous l'avons vu, dont la longueur est très supérieure à 1 mm. Dans l'industrie des composites, on utilise principalement la fibre de verre, la plus économique, la fibre de carbone, la plus résistante, et la fibre de polyamide aromatique ou aramide, plus connue sous son nom commercial de Kevlar. On pourra rencontrer occasionnellement d'autres fibres, telles que les fibres de polyéthylène, polyester, etc. La fibre se présente sous différents aspects.
Première possibilité d'aspect. La fibre est longue et continue. C'est du roving pour des fibres bobinées. C'est du mat à fibres longues pour des fibres emmêlées sous forme de plaques. Possibilité d'aspect. La fibre. On désigne les tissus par les mêmes noms qu'en habillement. Le sergé, le satin, le taffetas. Lorsque l'on mixe les fibres, on parle alors d'hybride. Les fibres coupées sont soit agglomérées sous forme de plaques, c'est le mat fibre coupé. Soit mélangées en masse à la résine. Nous ne parlerons pas ici de l'importance de l'orientation des fibres en termes de propriétés mécaniques. Disons seulement qu'en fonction de l'orientation des fibres, on fabrique des matériaux sur mesure pour l'application envisagée. Pour que les propriétés finales du composite soient réellement améliorées, il ne suffit pas d'avoir des fibres et une matrice très performante. Il faut aussi s'assurer que la liaison entre la fibre et la matrice est bonne. La liaison est ici symbolisée par ce signe plus. Pour cela, on dépose sur la fibre, notamment sur les fibres de verre, un agent chimique qui réalisera cette forte liaison entre la surface de la fibre et la matrice. On parle alors, pour désigner cet agent chimique, d'agent de couplage. On dit aussi enzymage de la fibre. Sur ces photos de composite après rupture, prises au microscope électronique, on remarque que sans agent de couplage, la fibre est lisse, c'est-à-dire que la matrice n'a pas adhéré. Alors qu'avec un agent de couplage, l'adhésion est bonne. Un peu de matrice reste encore accrochée à la fibre. Après l'étude de la fibre et de son agent chimique, nous arrivons donc à la matrice. Du côté matrice, pour que la liaison soit bonne avec la fibre, il faut impérativement que le contact soit intime et uniforme. On parle de mouillabilité de la fibre par la matrice. Dans ce cas, les thermodurcissables sont souvent très fluides avant leur durcissement, aident bien à ce que l'on appelle l'imprégnation de la fibre par la résine. Les thermoplastiques, plus vifs à l'état fondu, ont donné plus de mal aux techniciens pour réaliser les composites. C'est pour cela que la grande part de la production de composites reste à base de thermodurcissables, époxy, polyester ou phénolique. Nous ne nous intéresserons ici qu'aux techniques réservées aux composites à matrice thermodurcissable, donc fluide, l'imprégnation des fibres. De cette façon, on réalise des matériaux qui résistent bien à la corrosion. Ils sont isolants, décoratifs, légers à la matrice de matière plastique, résistants mécaniquement grâce aux fibres. Les mats ainsi présentés nous à leur mise en œuvre pour obtenir des pièces industrielles. Voici la liste des principales techniques qui seront développées ici. Le moulage au contact est un procédé manuel qui permet l'obtention de prototypes ou de pièces en petite série. Le moule de l'objet peut être réalisé en bois, plâtre et même composite. La première opération consiste à déposer un agent sur ce moule. Puis, à séchage, on projette au pistolet la couche qui servira de décoration et de protection de pièces, le gel coat.
On met en place manuellement les fibres ou tissus en prenant soin de résine polymère, chaque pli à l'aide d'un pinceau puis d'un rouleau pour plus de résine et retirer les bulles par le débullage. Cette opération est répétée autant de fois que nécessaire. Ce schéma résume la succession des différentes opérations de moulage au contact. Puis, on laisse la résine polymère durcir. On dit aussi réticuler. Cette opération peut se faire à température ambiante ou dans un four, voire un autoclave pour les pièces techniques. Après durcissement, la pièce peut être dée. Dans ce cas, l'imprégnation est faite sans pression et une seule côté moule présente un bon aspect. Cette technique permet la réalisation de très grandes pièces, coques de bateau ou comme son de toboggan. Lorsque l'on utilise des tissus que l'on met en forme sur un modèle, parfois de moulage au drap. Le moulage par projection, l'opération de mise en place des fibres et de la résine est mécanisée. Les fibres de verre venant d'une bobine de roving seront découpées à leur passage de lait. Le pistolet est aussi relié à un fût de résine. On peut donc projeter de sol ou de la résine. De la même façon que pour le moulage au contact, on prépare le moule avec son démoulant. La première couche de résine servira de gel-coat. Puis on projette fibres et résine. Pour simplifier, nous avons ici schématisé la résine et de la fibre par un seul. Nous voyons ici que la projection peut être. L'essorage et l'ébullage, ainsi que sont faits manuellement avec un rouleau. Après durcissement de la résine polymère, la pièce peut être. Nous n'avons toujours qu'une surface présentable, mais le procédé offre une plus grande que le moulage manuel au contact. Dans le moulage par compression, l'imprégnation peut se faire sous de fortes pressions, de l'ordre de 100 fois la pression atmosphérique. Le moule est réalisé en deux parties. Deux faces de la pièce auront alors l'aspect de surface des parois du moule. Pour faciliter le démoulage, on enduit préalablement les surfaces du moule d'un agent démoulant. La technique la plus simple consiste à déposer dans l'empreinte du moule les fibres, mat ou tissu, puis à verser la quantité de résine nécessaire. On ferme le moule afin de bien imprégner les fibres et on déclenche le durcissement de la résine. Le durcissement peut être obtenu aussi à froid avec un catalyseur.
La pièce démoulée doit être ébavurée, mais présente deux faces d'aspect propre. Dans le cas du moulage par compression, on peut partir de fibres déjà imprégnées de résine qui ne sont pas encore durcies. On parle alors de BMC, Bulk Molding Compound. C'est un prémix, encore appelé choucroute, ce qui laisse présager l'aspect du mélange avant moulage. Nous voyons ici le dosage du BMC nécessaire à la réalisation de la pièce. La séquence de moulage reste semblable à la précédente. On dépose la quantité voulue de prémix dans le moule, puis on presse. On fabrique de cette façon nombre de pièces alliant bonne présentation et performance mécanique. La technique de pré-imprégnation peut aussi s'appliquer au tissu ou mat. On parle alors de SMC, abréviation anglaise pour Sheet Molding Compound, c'est-à-dire un tissu pré-imprégné. Pour la mise en forme, la plaque de SMC est débarrassée de ses deux films protecteurs de polyéthylène, puis tranchée. On dose la quantité de matière nécessaire à réaliser, puis on la dispose dans le moule. On presse à chaud pour le durcissement. Après cette opération, la pièce est démoulée, puis ébavurée. On réalise ainsi, par exemple, des capots de voiture. Pour les pièces de grande dimension, et pour éviter la réalisation de moules imposants, on utilise parfois des membranes souples, appelées baudruches ou sacs. Elles permettent de transmettre à la pièce la pression d'une enceinte type autoclave. Après la mise en place de la fisine, comme par exemple ici un prunier, on dépose sur la pièce à réaliser une feuille souple et résistante. On assure l'étanchéité avec du mastic afin de faire le vide dans la baudruche. On évacue ainsi l'air emprisonné, ce qui améliore l'imprégnation et réalise une première compression par la pression atmosphérique. Dans certains cas, on augmente cette pression en mettant la pièce dans une chambre où 1 mégapascal, soit 10 bars, sont atteints. C'est un autoclave. La pièce durcira sous pression après chauffage. Cette technique est utilisée en aéronautique pour le moulage de pièces de grande dimension. Depuis quelques années, une autre technique propose d'injecter la résine après que la fibre soit déposée dans le moule et que celui-ci soit fermé. On parle RTM ou Resin Transfer Molding. On utilise un moule classique dans lequel on met en position les renforts, fibres, nappes, tissus. Le moule est refermé.
Puis, on injecte la résine qui va imprégner les fibres. La pièce est durcie à température ambiante par action d'un catalyseur, comme ici, ou sous l'action de la chaleur. La pièce est ensuite démoulée, puis ébavurée. Cette technique est récente, car il a fallu mettre au point des résines à faible viscosité. Pour réaliser des pièces de grande résistance, contenant silos, cuves, on utilise le bobinage ou enroulement fer. Un ensemble de fibres continues unidirectionnelles venant de bobines de roving est imprégné par trempée dans un bin. Il est ensuite bobiné, serré sur une forme, le mandrin. Le tout est durci, on dit réticulé ou polymérisé pour la résine thermodurcissable. La machine de bobinage peut avoir une cinématique complexe pièce type satellite. Ce sont des robots 4-5 axes. Le mandrin est ensuite démonté, détruit, dissous ou laissé comme peau intérieure. Cette technique permet la réalisation de pièces de très haute performance. Un peu sur le même principe de fibres continues imprégnées au trempé, on peut fabriquer des profilés par pultrusion. Dans ce cas, les nappes de fibres imprégnées de résine sont dirigées vers une filière qui leur donne la forme du profilé à produire. Nous voyons ici en sortie d'imprégnation avant la filière. À la sortie de celle-ci, la forme du profilé est maintenue à l'aide d'un conforteur chauffant qui permet le durcissement sans déformation. On obtient ainsi des profilés de grande résistance, des mâts de planche à voile, antennes, des profilés et perches de saut. On présente sous pultrusion comme l'extrusion. En conclusion, nous avons montré que sous le terme composite, nous trouvons principalement des matériaux polymères thermodurs associés à des fibres longues. Il a donc fallu développer des techniques spécifiques pour ces matériaux. Propriétés technologiques, ils se sont donc implantés dans de nombreuses applications industrielles. Et ce succès est aussi passé par les faits dans les techniques de mise en forme, qui ont permis d'abaisser les coûts et d'augmenter les cadences. Il y a encore quelques années, la durée de vie des produits tels qu'un poste de radio se comptait en dizaines d'années. Aujourd'hui, bien que l'on sache faire des produits performants, leur durée de vie est plus courte. C'est en partie parce que nous voulons des produits qui suivent de près l'évolution des techniques, du design, que les produits vieillissent vite. C'est pourquoi l'industrie doit, d'un côté, pouvoir offrir aux consommateurs un produit toujours nouveau, et de l'autre, devoir contenir ses coûts pour battre la concurrence. Grâce aussi à l'utilisation intensive de matériel informatique,
l'industrie s'efforce de s'adapter à ce nouveau rapport entre le système productif et le marché des biens en recherchant de nouveaux modèles d'organisation productive. Dans le secteur de l'automobile, par exemple, de nouvelles méthodologies de production permettent déjà d'effectuer des modifications sur le produit en fonction des demandes du marché. Choix de modèle, cylindrée, couleur, c'est le jeu des options qui personnalise le véhicule. Un des produits les plus emblématiques de la production sur mesure aujourd'hui est justement l'ordinateur. Grâce à sa conception modulaire aux lignes de montage flexibles, parce qu'elles sont gérées par des robots et non par des automatismes rigides, chaque utilisateur peut acquérir une station de travail faite sur mesure. Dans le secteur de l'usinage de la tôle, des systèmes de découpage et d'usinage, gérés par des contrôles informatiques, permettent de modifier à volonté les profils, les dimensions, et donc le produit final sur la base des commandes des clients. Dans le secteur des biens de grande consommation, on tente à traiter ou à conditionner avec une même ligne de travail des produits différents, avec une seule modification de programme de travail. Pour apprécier l'importance des problèmes que les entreprises rencontrent pour s'adapter à cette nouvelle réalité, il faut imaginer qu'il y a encore peu de temps, les usines étaient des lieux figés de production. Elles étaient organisées sur la base du modèle scientifique de l'organisation du travail, créé au début du XXe siècle par l'Américain Taylor, et qui s'est rapidement diffusé dans toutes les grandes sociétés. À partir du début du XXe siècle, notamment dans le secteur automobile, Taylor démarre la production en série, basée sur une analyse rationnelle des usinages et des transports des matériaux entre les différentes stations de travail. Aux machines et aux ouvriers sont rigidement assignées des tâches élémentaires à répéter sur chaque pièce qui transite dans leur propre zone de travail. La machine la plus caractéristique de ce mode productif a été, et est encore, la machine transfert. Un bâti sur lequel arrivent les pièces à produire et des unités de travail disposées en ligne qui interviennent sur ces pièces en transit. À la fin de la chaîne, la pièce est complètement usinée et peut être acheminée vers des stations de lavage, d'essai et de montage. Ce système, bien qu'étant très productif, nécessitait toutefois de gros investissements pour la préparation des équipements, pour les approvisionnements des matières premières, l'accumulation passive de demi-produits dans les stations d'attente des différentes lignes de travail, ainsi que pour le stockage de produits finis en attente d'un marché. Si le concept de productivité maximale n'est pas remis en cause, l'objectif prioritaire pour chaque entreprise, mise en place de différents types d'automation pour affronter la demande du marché et la réduction des coûts actifs et passifs de production. Le mot-clé de l'atelier moderne pour le début du XXIe siècle est la flexibilité. Cette flexibilité passe nécessairement par chaque élément de la production. Une seule lacune, et c'est la remise en cause de la production flexible. La machine opératrice. La flexibilité impose à la machine de passer d'un type d'usinage à un autre presque instantanément et sans modification lourde d'infrastructure. Cet objectif a déjà été atteint depuis longtemps grâce à l'association des machines-outils à des unités de commande à contrôle numérique. Tout ceci contribue à réduire les stocks tampons entre postes de travail et en fin de production. Les outillages. Auparavant, ils étaient construits à partir de structures soudées, sur mesure pour chaque pièce ou chaque outil. Dans le fonctionnement de l'atelier flexible, les montages d'usinage, supports de pièces, sont de type modulaire, facilement combinables et adaptables à une grande variété de pièces et d'outils.
Le transport. La circulation des pièces, outils, matériaux peut être comparée au sang qui irrigue les centres vitaux, ici de la production. Pour pouvoir s'adapter sans délai aux changements de production, les ports sont confiés à des ensembles robotisés associés au centre d'usinage ou à des chariots téléguidés ou filoguidés. Le contrôle. Produire sans stock, en flux tendu, signifie que les pièces sont attendues au montage et doivent sortir bonnes. Un des objectifs d'un système flexible de production est donc une parfaite maîtrise de la qualité qui se traduit par le zéro défaut. Dès lors, la présence constante dans la chaîne de production d'une machine de mesure capable d'effectuer le contrôle sur des géométries variées est nécessaire. Les cellules de travail flexibles. Ce sont des espaces où sont regroupés les éléments précédents en centres de production. Ces cellules flexibles de production, d'assemblage, de conditionnement, peinture, constituent l'atelier flexible. L'homme. Le taylorisme en avait fait un exécutant spécialisé, confiné dans un rôle rigide. Aujourd'hui, l'homme doit imaginer la flexibilité. C'est dire qu'il est à l'origine de la conception et de la programmation des systèmes de production. La cellule flexible ne sera un centre de production d'une remarquable efficacité que si elle est pilotée par l'homme, qui verra là ses tâches s'enrichir et son sens des responsabilités se développer. Pour mieux comprendre cette révolution technologique et la structure d'un atelier complètement automatique, nous allons analyser de plus près chacun de ces éléments. Le premier élément d'une cellule de travail flexible, autour duquel s'organisent souvent les autres, est la machine-outil. La machine donne la vocation de la cellule: usinage, découpe, emballage, peinture. Il s'agit surtout de centres de production, c'est-à-dire de machines multifonctions, équipées de tables porte-pièces, pourvues de magasins et de dispositifs pour le changement automatique des outils, sur lesquels on effectue généralement l'usinage complet d'une pièce. Un système de reconnaissance automatique de la pièce, tel que lecteur de codes à barres, capteur ou système de vision artificielle, permet à la machine d'identifier les différentes pièces à usiner et donc de sélectionner les programmes associés. Adapter les trajectoires d'outils, des conditions de coupe, commande des changements d'outils, de lubrification, réglage de fixation de pièces, etc. Le nombre et la disposition des machines dans la cellule dépendent du type d'application. La disposition en parallèle est adoptée quand la pièce peut être acheminée sur une machine quelconque en fonction de sa disponibilité. Celle en série est adoptée quand, pour l'usinage complet d'une pièce, on a prévu son transfert sur plusieurs machines-outils. Cette solution peut être prégnante. La solution mixte, enfin, est adoptée quand on peut tirer parti des avantages des deux solutions précédentes. Contrairement aux lignes de production traditionnelles à automatisme rigide, pour lesquelles on construit sur mesure l'outillage de bridage des pièces et même beaucoup d'outils, dans l'atelier flexible, la plupart de cet outillage est de type standard. Il a été créé avec un souci constant d'adaptation. En choisissant des éléments de base, on peut composer rapidement un outillage sur mesure. L'activité de chargement et déchargement des pièces sur cet outillage de bridage et de positionnement peut être assurée aussi bien par des ouvriers dans des zones de travail hors machine que par des robots de manutention.
Ce même discours vaut aussi pour outils. Ils sont préparés en utilisant des éléments modulaires, puis identifiés et rangés hors machine dans un magasin d'outils. On relève aussi leur géométrie, longueur, diamètre. Les magasins d'outils sont acheminés aux machines via les systèmes de transport. Sur les différents outils sont identifiés. Ils seront automatiquement appelés et étés sur la broche en fonction du cycle d'usinage associé à la pièce en poste. Dans les systèmes de production flexibles, les activités de chargement et déchargement des pièces se déroulent en temps masqué, c'est-à-dire pendant que la machine travaille. Une station de chargement et une de déchargement des pièces, ainsi qu'une ligne d'acheminement des outillages porte-pièces, appelée palette, de et vers les machines-outils, sont indispensables à la cellule. On présente là quelques solutions pour l'approvisionnement de machines et la manutention de pièces au moyen de palettes. Station d'entrée et de sortie obligée. Comme la précédente, mais avec plusieurs stations d'attente. Station d'entrée et de sortie unique avec des unités à rotation de 180 degrés. Comme la précédente, mais avec plusieurs stations d'attente disposées de manière circulaire. Ligne d'alimentation linéaire continue avec beaucoup de palettes disposées en série. La manutention des pièces peut se faire soit à l'aide des lignes d'acheminement fixes des chariots sur rail, soit à parcours libre, au moyen de chariots guidés par des rubans magnétiques enterrés dans le sol ou téléguidés. Adapter la production à la demande, c'est produire sans stock. On parle alors de juste à temps ou de flux tendu. On ne peut se permettre un arrêt d'une chaîne de montage parce qu'une pièce arrive mauvaise. Optimiser une production flexible, réduire les coûts, c'est donc produire sans rebut. La présence des machines ou robots de mesure dans une cellule flexible de travail permet non seulement d'isoler les rebuts au terme du travail, en effectuant éventuellement aussi la rédaction des certificats d'essai, mais surtout permet de prévenir la formation de ces rebuts grâce à un dialogue continu avec les machines de production. Pour cela, il faut relever les écarts et dispersions dus à l'usure des outils pour commander ensuite leur remplacement par des outils neufs pour entrer à nouveau dans les tolérances prévues. Les dispositifs de mesure peuvent être montés directement sur la machine-outil. Des palpeurs électroniques permettent d'effectuer le pré-réglage des outils, d'en vérifier l'usure et l'intégrité, de contrôler la surépaisseur à usiner et d'effectuer les mesures intermédiaires sur la pièce. Toutefois, pour un contrôle final, on préfère généralement des systèmes de mesure extérieurs à la machine parce qu'ils ne sont pas sensibles à l'environnement de la machine, tels que vibrations, pollution. Les robots de mesure contrôlent si les cotes sont dans les limites de tolérance prescrites, si l'on doit effectuer des variations de programme de travail, quel outil est responsable du travail relevé et calculent l'importance des corrections à effectuer.
Jusqu'ici, nous avons vu quelques éléments individuels d'une cellule de travail flexible. Ces éléments sont regroupés en cellules ou îlots de production flexibles complètement automatiques. Si à cette cellule nous en ajoutons d'autres, par exemple une cellule pour l'usinage flexible des tôles, une cellule robotisée de soudure, une cellule de montage flexible, une cellule de conditionnement des produits, on obtient l'atelier de production flexible. La gestion de la cellule de production se réalise au moyen d'un système de contrôle qui développe essentiellement deux fonctions. Commande en temps réel de l'équipement et traitement et transmission des informations entre les différents éléments de la cellule. C'est l'élément clé de la production flexible. C'est l'inspirateur de l'ensemble. C'est lui qui définira les familles de pièces par technologie de groupe, les cellules de production, l'organisation et la gestion générale de l'ensemble. L'homme n'a plus un rôle direct de production comme au temps du taylorisme, mais il intervient en amont et en aval de la production par programmation des usinages, contrôle des différentes unités de travail, des cellules, des activités dans les stations de chargement, déchargement des pièces sur les palettes, de la préparation, de l'entretien et du réglage des outils. Enfin, de la maintenance générale. Il est hors de doute que la flexibilité d'une cellule, et plus généralement d'un atelier, passe par une conception, une planification soignée de tous les éléments qui la composent, de façon à la rendre adaptable à la production de lots de pièces très variées. Cette flexibilité dans la production passe aussi pour les opérateurs par une nouvelle manière de concevoir leur rôle, plus tournée vers la gestion de production et des systèmes robotisés. Dans ce programme, nous avons cherché à porter les motivations qui poussent à concevoir et à installer dans leurs usines un certain nombre de cellules de travail flexibles. La principale de ces motivations est certainement celle d'adapter au mieux et sans délai leurs produits aux demandes du marché. Un atelier flexible permet non seulement rapidement la quantité et le type des pièces à usiner, mais pousse à une qualité élevée des pièces produites, objectif de zéro défaut, additionne de manière importante les investissements, les stocks de matières premières, de demi-produits en cours de production et de produits finis stockés dans les entrepôts, objectif de zéro stockage. Ces objectifs, comme nous nous sommes efforcés de le mettre en relief, imposent un contrôle continu de la production, effectué avec des machines et des systèmes de mesure directement opérant dans la cellule. Ceci conduit à un changement de mentalité et à un comportement très flexible de la part de tout le personnel. Et enfin, à une maîtrise complète de tous les approvisionnements et des flux de matériaux du début du cycle jusqu'à la vente du produit.
Son évolution par la maîtrise des matériaux que lui a donné la nature. 12 siècles avant notre ère, l'homme utilise déjà le fer. Le fer est d'abord d'origine météoritique, puis obtenu grâce à des techniques de transformation de plus en plus élaborées. Ces objets archéologiques en témoignent. Depuis ces âges, chaque époque a contribué aux techniques d'élaboration des alliages ferreux. Mais c'est en 1856 que la révolution industrielle s'amorce avec la mise au point par le Britannique Bessemer d'un conveyeur qui permet la production de grands tonnages de... Ces wagons de marchandises, ces roulements de billes, ces fabrications, cette batterie de cuisine, cet outil ou ces brutes de fonderie sont en majeure partie faits d'alliages ferreux. Le fer s'emploie aujourd'hui rarement pur. Il est toujours traité et additionné d'éléments pour former deux grandes familles d'alliages ferreux, les fontes et les aciers. Mais fontes et aciers ont, comme nous allons le voir, un passé commun, la fonte de première fusion. La fonte de première fusion est obtenue par traitement thermochimique d'un minerai dans un complexe sidérurgique. Sur ces convoyeurs, nous voyons l'acheminement des matières premières, les hauts fourneaux. Avant d'étudier le processus d'élaboration de la fonte, nous allons nous attarder sur sources d'énergie et les matières premières indispensables comme l'oxyde de fer, le carbonate. Les réactions d'oxydoréduction mises en jeu pour la production de la fonte de première fusion nécessitent de la chaleur, des agents chimiques réducteurs et bien sûr du minerai. La chaleur provient le plus souvent de la combustion du coke et plus rarement de fioul ou de gaz naturel. Comme on le voit ici, le coke est un résidu de la distillation des houilles. Une de ses importantes propriétés requises est de résister à l'écrasement lors du chargement du haut fourneau, pour que l'air et les gaz de combustion puissent circuler dans la masse. Le pousse mélangé à du minerai est transporté par les convoyeurs jusqu'au haut fourneau. Le coke est aussi un agent chimique actif. Il participe à la réaction chimique de réduction de certains oxydes. Ce coke est associé aux fondants ou castines qui sont exploités en carrière à ciel ouvert. Ces fondants facilitent la fusion et permettent d'éliminer tout ce qui n'est pas ferreux sous forme de laitier. Le minerai de fer, qui représente 5% de la composition de l'écorce terrestre, est extrait sous forme de minerai. Les gisements les plus riches sont suédois, mauritaniens, brésiliens ou libériens. Voici un échantillon de minerai de fer. Le fer existe dans le minerai sous forme de carbonate et le plus souvent sous forme d'oxyde de fer. Les minerais riches contiennent de 50 à 70% de fer. Pour des raisons économiques, on n'exploite pas de minerai à moins de 30% de fer. Après extraction, le minerai est d'abord concassé, broyé puis criblé, c'est-à-dire tamisé. On obtient des particules de 8 à 25 mm de diamètre, appelées fines. On procède ensuite à l'enrichissement du minerai. Il consiste par divers procédés physiques à débarrasser les fines de tout ce qui ne contient pas de fer, c'est-à-dire la gangue. L'enrichissement commence par le tri magnétique. Les particules qui ne sont pas attirées par un aimant, c'est-à-dire ne contenant pas ou trop peu de fer, sont éliminées.
L'enrichissement se fait aussi par flottation. Le minerai est chargé dans une cuve pleine d'eau additionnée d'huile en général. Le minerai s'enrobe d'huile et sous l'action de l'air injecté vient former à la surface une mousse riche en métal. La gangue sédimente au fond de la cuve. Après broyage, triage magnétique, séparation par flottation, la dernière opération est le séchage. Ce minerai, enrichi à 80 voire 90% de fer, est homogénéisé, mélangé à du poussi de coque et à un fondant. Puis le tout est aggloméré. Nous voyons ici les différents éléments qui sont convoyés vers la chaîne d'agglomération. Après agglomération, les matières sont à 1200 degrés Celsius. En bout de chaîne, le brise-motte permet la production de granulats à 5 mm de diamètre après criblage. Ce minerai ainsi traité sera versé dans le haut fourneau et constituera l'élément de la production de la fonte. Maintenant, regardons l'architecture d'un haut fourneau et étudions le processus qui permet d'obtenir